Salutations. Vous venez d'atteindre un checkpoint. Asseyez-vous un instant près du feu et regardez un peu là-haut. C'est beau, hein? Imaginez toutes les choses passées et futures que nous n'avons pas pu voir ou que nous ne verrons jamais. Imaginez toutes ces petites choses qu'il se passe dans d'autres univers ou dans d'autres systèmes solaires que nous pourrions calquer sur notre mode de vie. C'est ça. Imaginons quelque chose de nouveau. Quelque chose que nous ne verrons normalement jamais. Et si... Imaginez, vous étiez tranquillement en train de profiter de votre jour de repos en regardant votre série préférée sur Netflix ou en train de boire un coup en terrasse avec vos deux amis avec qui vous aimez passer du temps. Soudainement, quelque chose vous fait décrocher. Il fait une nuit noire et pourtant, le ciel brille. Il brille comme vous ne l'avez jamais vu briller. C'est magnifique en effet. Et ce n'est pas sans vous rappeler les aurores boréales, mais... Les aurores boréales ne sont pas censées se passer en France, n'est-ce pas? À peine avez-vous eu le temps d'énoncer ceci qu'une notification d'information vous sort de votre réflexion. Cette aurore est causée par une perturbation. Une inconnue qui a décidé de rendre visite à notre système solaire sans frapper à la porte. Les scientifiques l'avaient déjà détecté, mais c'est allé relativement vite. Et ils voulaient en tirer un maximum d'informations afin de pouvoir rassurer la population avant d'en parler. Force est de constater qu'ils s'y sont pris à la dernière minute, car ce voile bleu dans le ciel était le zéro de leur compte à rebours. Que se passe-t-il? Au tout début, tout était dans l'ordre. Dans une salle de recherche en train de se préparer à terminer sa journée, Philippe expliquait à sa collègue à quel point les visiteurs étaient agaçants quand ils disaient ne pas voir l'écriteau « Entrée interdite ». Mais soudainement, à l'Observatoire de Paris, une machine notifia un des chercheurs d'une perturbation inhabituelle. C'est incroyable. Est-ce encore une blague d'un de ces idiots techniciens? Ou est-ce que Neptune et Uranus viennent de changer de trajectoire de quelques degrés? Soudainement, des appels et mails se mirent à venir de partout. De l'Observatoire de Palomar, en Californie, de celui de Lowell, en Arizona, de l'ESO, situé lui-même au Chili, ou même la NASA. Bientôt, une série d'événements allait mener les chercheurs du monde entier à se tourner ensemble dans la même direction, dans le but de comprendre ce qui est responsable de tout ce remue-ménage à échelle galactique. Et ils vont trouver. La responsable, c'est elle. Un bon gros bébé de 49 500 km de diamètre. La grossophobie, c'est une discrimination. Une planète de glace pleine d'ammoniac et de tout un cocktail de gaz similaire à ce que l'on pourrait trouver sur Jupiter, mais glacial. La planète avait déjà pénétré notre système solaire et continué son petit bout de chemin bougeant très légèrement de son axe dû à la masse du Soleil et des autres planètes autour d'elle. Pendant que les chercheurs essayaient de découvrir l'origine de la planète et de calculer sa trajectoire, un petit sobriquet aura été attribué à la planète, Glacialis A, ou glace en latin. Un nom plutôt approprié tant la planète venait des ténèbres galactiques et a depuis prouvé que sa surface, et même en dessous, était arrivée à un solide zéro absolu, ou moins 273,16 degrés Celsius. À ce stade, aucun atome ne peut se mouvoir. Cette planète est donc littéralement figée. Mais paradoxalement, pas tant que ça, car elle continue sa course effrénée inexorablement. Le Soleil commence à montrer des signes d'agitation. L'activité à la surface le démontre. Le champ magnétique du Soleil étant perturbé, ce sont d'innombrables éruptions solaires et tempêtes magnétiques qui sont détectées. Bientôt, il faudra annoncer à la population quelque chose. Mais cela risque de déclencher la panique, pensa Philippe, après avoir assisté à une réunion qui prenait en compte les indications de l'international. Pouvons-nous même faire quelque chose sans devoir juste observer? Bouger un astéroïde, c'est déjà quelque chose de colossal à notre échelle. Mais là, cette planète fait 58 fois la masse de la nôtre. Est-ce que moi, un homme de science, vais devoir m'en remettre à Dieu? Pensa Philippe, l'air inquiet, suant à grandes gouttes. La panique. En effet, c'est la panique. N'ayant pas trouvé de solution pour indiquer quelque chose de non anxiogène au peuple dans les temps, les médias ont indiqué en catastrophe à l'arrivée des premières aurores boréales les indications bancales des scientifiques qui étaient encore en train de préparer leur discours. Selon les chaînes, les informations sont contradictoires et les peuples de différentes nations réagissent
différemment. Certaines communautés religieuses se mettent à parler de se repentir. Beaucoup y voient en effet l'approche de la fin des temps, de l'apocalypse. Jamais vous n'auriez imaginé être à ce point-là si désintéressé de votre série Netflix ou de la discussion sur l'espace que vous aviez justement avec vos 2 amis au bord de la mer. Ce ciel est beau, c'est magnifique, mais les humains n'aiment pas l'inconnu et ils se mettent à paniquer ci et là dans les rues. La police tentait tant bien que mal de temporiser la situation, mais il leur était difficile de gérer tout ceci. Bien qu'ils étaient au courant qu'ils devaient gérer une situation de crise, il n'a jamais été question de risque galactique. Ce n'est pas la même chose de s'occuper de quelques manifestants désarmés qui luttent pour leurs droits que de s'occuper d'une foule terrorisée qui court dans tous les sens sous l'effet de la peur. De plus, il fallait que la police elle-même parvienne à garder son calme. Et oui, c'est là le monde entier qui est en péril. Et avoir un uniforme ne protège personne à cette échelle. La situation s'est légèrement calmée. Les chercheurs capables de parler ont été triés, et seuls ceux qui parvenaient à rassurer les populations ont été sélectionnés. Parfois, légèrement au détriment de la vérité, bien que ceci, en soi, ne soit pas tellement nouveau. Dans la rue, on pouvait voir des installations légèrement camouflées par des tentes. Il y en avait à chaque coin de rue, comme ceux que l'on pouvait voir pour les dons du sang, mais avec des caisses énormes cachées par des draps. Des cordages de protection bien serrés. Cela faisait maintenant quelques jours qu'ils installaient tout ceci, mais sans que grand monde ne comprenne réellement pourquoi. Très vite, un reportage passera à la télé, à la radio, en notification gouvernementale sur les téléphones et de toutes les manières possibles. Ils nous demandent de faire des réserves d'eau et d'autres éléments importants. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils veulent qu'on parte à l'aventure ou en camping? Se dire le groupe d'amis précédemment sur la terrasse qui s'était encore rejoint, troublés par les événements. Ils sourièrent doucement à cette idée, mais c'était de la façade. Quelque chose les perturbait. Un mauvais pressentiment leur donnait des maux de ventre, tandis qu'ils écoutaient l'annonce. Dans le même temps, le chef de police de la caserne la plus proche était débordé. Des gens profitaient du stress ambiant pour lancer des émeutes en faisant passer le gouvernement pour les responsables. Leur but étant de casser un maximum. Les violences avaient certes réduit depuis le jour de l'annonce, mais elles n'étaient toujours pas négligeables. Et la plupart des effectifs de police souffraient de blessures dues au chaos du premier jour, et certains avaient même déjà mis fin à leur jour. Cela n'était pas nouveau car ce métier était très clairement ingrat, mais à ce stade, c'en est devenu terrifiant. Un coup de colère s'empara du chef de police lorsqu'il vit une équipe arriver en sang avec un émeutier qui riait car il avait défiguré un des membres de l'équipe avec un pavé. C'en était trop. Lui aussi frôlait la crise de nerfs. Une violente insulte sortit de sa bouche enragée. C'était puissant, certes, et tout le monde avait l'air surpris. Mais ce n'était pas uniquement le fait de voir leur chef de police crier plus fort que d'habitude. Toutes les lumières venaient de se couper, et tout s'était subitement éteint. Il y eut quelques secondes de silence avant que quelqu'un ne se prononce. Ce n'est pas que le secteur. Les téléphones portables n'ont plus aucun réseau ou fonctionnent mal. C'était le monde entier qui était en proie à des problèmes électriques. Le gouvernement avait d'ores et déjà prévu le coup en réduisant le nombre de vols autorisés et en indiquant aux avions de ne pas voler trop haut afin de réduire la possibilité de cancer. Le soleil était tellement perturbé et agité que les vents solaires et les perturbations magnétiques ont tout bonnement et simplement détruit énormément d'installations électriques. Selon les régions, les gens pouvaient être plongés dans le noir durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ceux qui possédaient une cheminée et qui aimaient se mettre devant le soir s'en retrouvaient à peine changés. Mais pour les citadins, c'était autre chose. Plus de communication, pas de police, ni de pompiers, ni SAMU, ni rien de tout ça. Le peuple était donc livré à lui-même, par endroits trop éloignés. Certains s'étaient rapprochés de la campagne pour aller en ville, car trop vieux pour être autonomes. Durant ce temps-là, Philippe, qui savait déjà tout ça, observait le ciel en sueur, tandis que sa femme dormait profondément après lui avoir dit que ce n'était pas si terrible que ça de dormir à la bougie. Mais elle ne savait pas ce que Philippe savait. Tout ceci, il l'avait déjà vu venir, car c'est son métier. D'ailleurs, beaucoup le savaient déjà, mais les calculs avaient été faits et refaits plusieurs fois afin d'être sûr du résultat. Et il n'y avait pas d'erreur possible.
En regardant les valises qu'il a discrètement préparées, il caresse l'épaule de sa femme en se chuchotant à lui-même. Ce n'est que le début. Un bruit sourd réveilla le groupe d'amis de leur sommeil profond, dû à une surconsommation d'alcool pour ne plus penser à tout ça. Un bruit extrêmement violent, suivi de cris de terreur d'une masse de gens. Mais cela ne s'arrêta pas là. Ils n'étaient pas chez eux, mais parqués dans des sous-sols réaménagés en plusieurs chambres, ou juste dans un immense espacement à l'image d'un gymnase, entouré de militaires tout aussi inquiets qu'eux. Ils avaient eu le temps de se préparer, mais même comme ceci, cela reste déroutant. En se déplaçant, la géante de glace, Glacialis A, était passée à travers un nuage de météorites qui entoure tout notre système solaire sous une forme de sphère, et avait au passage embarqué avec elle quelques rochers opportunistes désireux de voir du pays. Cela dura des jours, des semaines, des mois, sans pouvoir réparer les installations électriques à l'extérieur, et à devoir rationner l'eau tant les météorites étaient difficiles à prévoir. La chance a fait qu'aucun météorite d'une taille trop grande pour être supporté n'ait été sur la trajectoire de la Terre. Mais la vie à la surface était devenue aussi risquée qu'une roulette russe. Certains malheureux avaient disparu dans le feu des explosions ou réduits en charpie après avoir tenté un dégagement avec un astéroïde. Et les astéroïdes n'étaient pas la seule chose de terrible, car bien qu'endommagé, le dôme de fer faisait tout de même son petit effet. Seuls les projectiles les plus gros ne pouvaient passer à travers. Entre les humains qui étaient facilement capables de se battre entre eux, la nourriture qui allait bientôt finir par manquer même en rationnant, le plus terrible était probablement cette vague de maladies. Des cancers. Une explosion de cas avait touché le monde entier. Ce ciel était beau, mais le diable lui-même était élégant. Avec sa lueur, dans son sillage, le ciel a apporté à la faune et à la flore la mort et la désolation. Les hôpitaux étant surprotégés, mais pas automatisés par installation électrique, les soins apportés s'en étaient retrouvés reculés d'un bond en arrière dans le temps. Et contre le cancer, c'était un combat que beaucoup savaient déjà perdu. Les hôpitaux étaient devenus un entonnoir vers la tombe pour beaucoup. Et les médecins prenaient énormément de cachets pour ne pas penser au fait que le petit Nassim qu'ils traitaient depuis le début de cet enfer ne passerait probablement pas l'hiver. Un ciel bleu, des coupures électriques, des émeutes, des abris, des météorites, et maintenant, vous me dites que 3 centrales européennes ont explosé et que des nuages radioactifs se rapprochent. Dieu a décidé de nous abattre à ce stade-là. En effet, les communications ont partiellement pu être rétablies et des informations venues d'Allemagne vinrent alarmer le dispositif local. Il fallut déplacer les personnes des secteurs les plus à risque afin de les protéger d'une vague de radiation sans précédent. Mais il était évident que tout le monde ne survivrait pas. Philippe est maintenant en voiture avec sa femme, en train de rejoindre un port. Il avait eu vent des communications et pensait partir en Norvège pour voir la mère de sa femme. Habituellement, il n'aurait pas été très à l'aise avec cette idée, mais la Norvège n'est pas en proie aux problèmes nucléaires, car elle n'en possède pas. De plus, ils ont légèrement mieux géré la crise. En effet, en France, les informations et la préparation traînaient en longueur, à l'instar de leurs homologues du Nord. Philippe arrête alors la voiture un instant pour regarder le paysage avec sa femme. Le ciel, il n'est plus aussi bleu pour l'instant. En revanche, on voyait la planète de glace, là, responsable de tout ce qui s'est passé, si proche de la Terre que ça en était effrayant. Alors la voilà, la responsable. Autour d'elle, plusieurs centaines de traînées étaient visibles. Des astéroïdes, décrochés de leurs orbites, qui parfois, en se rapprochant trop, les désintégraient à cause de leur trop petite taille. Encore eux, se disait Philippe. Le groupe d'amis avait eu vent de la nouvelle. La chute de météorites était bien quasiment terminée. Mais il fallait rester en alerte. À l'extérieur, un paysage digne du jeu vidéo Fallout. Du sang séché sur les murs, souvenirs d'émeutes mal gérées, des bâtiments détruits et du noir par endroits, dû au feu. Était-ce terminé? Allait-on enfin pouvoir rentrer chez nous? Qu'en était-il des planètes qui avaient été bougées de leurs orbites? Et nous? Tournons-nous toujours correctement autour du Soleil? Tant de questions. Et Glacialis A alors? Où va-t-elle maintenant qu'elle nous a refroidis? En tout cas, une chose était sûre. La suite était aussi difficile à prévoir qu'extrêmement vaste de possibilités.
Les réparations allaient pouvoir commencer, et les gens vont pouvoir pleurer les défunts disparus durant la crise. Certains réfléchissaient même à un nom à marquer au jour de la disparition des aurores boréales. En tout cas, pour le groupe d'amis, cela suffisait. Le besoin de rentrer chez soi et de s'oublier sur un canapé loin de tout ça s'en faisait sentir. Philippe reçut un coup de fil d'un de ses anciens collègues, tandis qu'il fumait une cigarette sur le balcon. Son ami Yanis, qui voulait sûrement prendre de ses nouvelles. Oh oh, comment vas-tu? Yanis ne répondit pas avec le même enthousiasme. T'as pas vu le flash qui tourne en boucle depuis 3 minutes? T'es dans une grotte ou quoi? Il en avait une vague idée, mais il refusait d'y croire tant qu'il n'en avait pas le cœur net. N'ayant pas la télé chez sa belle-mère, ce qui explique pourquoi il n'a rien vu, il ouvre un live sur internet qui montre un message d'EAS aux États-Unis. La peur au ventre, il alluma la télé et ce qu'il vit était pire que tout. This critical message is from the United States Force. This is not a test. We interrupt your regular's casual programming to informing you of an imminent threat to public safety and well-being. The Earth has been pulled out of orbit due to rogue planet Glacialis A. Rogue planet Glacialis A flew in close proximity to Earth a few hours ago and entrapped Earth in its gravitational pull, yanking us away from the Sun. Salut à tous, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Alors du coup ça a totalement rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais là j'avais envie de me plonger un petit peu dans les étoiles. Et puis comme vous l'avez un petit peu vu, du temps a sacrément passé depuis la dernière vidéo. C'est un autre sujet, un autre débat auquel je ne répondrai jamais, à vrai dire. Mais bon, ça c'est un détail. Du coup, pour revenir sur ce sujet, le pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer de bord comme ça, c'est parce que du coup j'en avais envie. Est-ce que j'ai besoin d'une autre explication? Non. Alors, j'arrête pas totalement les SDC, hein. Juste ces derniers temps, il m'est arrivé pas mal de petites choses. C'est le baratin habituel, vous connaissez, mais bon, faut que je dise quand même. Il m'est arrivé pas mal de petites choses qui ont fait que j'ai dû me concentrer sur ma vie. Je commence tout doucement à arrêter d'être focus sur les choses inutiles. Et maintenant, je commence à avancer. Donc, c'est de retour. Je suis de retour avec des vidéos. Bon, j'ai que 75 abonnés, donc probablement que la moitié qui vont regarder. Mais pour ceux qui auront suivi jusqu'au bout, je vous remercie pour votre patience. Bien qu'à mon avis, vous n'avez pas attendu, vous avez juste vu ça pop dans vos notifs. Et j'espère que ce que je viens de vous présenter vous aura plu. Sachant que j'en ferai probablement une partie 2. Parce qu'il y a le mérite de faire une partie 2. Et que j'ai plein d'autres sujets qui fourmillent. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à noter ça en commentaire. Et pour ceux qui me connaissent IRL, me contacter. C'est facile. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez une suite, vous me le dites et je bosserai si je fais pas le feignant. Je vous jure, je ferai plus le feignant comme ça. Et je vous dis à la prochaine.